Mansfield Park de Jane Austen. Partie 2, chapitre 7. Les rapports des deux familles étaient à ce moment beaucoup plus proches de ce qu'ils avaient été en automne. Aucun des membres de l'ancienne intimité n'avait cru que cela eût été encore possible. Le retour de Henry Crawford et l'arrivée de William Price y étaient pour beaucoup, mais aussi, et surtout, le fait que Sir Thomas accueillait avec plus que de la tolérance les tentatives de voisinage du presbytère. Son esprit, maintenant dégagé des soucis qui l'avaient accablé en premier lieu, était en mesure de trouver que les Grant et leurs jeunes invités valaient réellement la peine d'être invités. Et bien que ne s'abaissant pas à faire des plans ou des projets quant à ce mariage, un des plus heureux qui puissent être dans les possibilités de n'importe lequel de ceux qu'il chérissait, et considérant même comme la moindre des choses le fait de ne pas approfondir de telles choses, il ne pouvait s'empêcher de percevoir, d'une façon négligente, que M. Crawford distinguait quelque peu sa nièce, ni peut-être se retenir, sans doute inconsciemment, de donner des consentements plus bienveillants aux invitations qui se rapportaient à ce sujet. Son empressement, cependant, d'accepter de dîner au presbytère, quand l'invitation générale fut finalement hasardée, après de nombreux débats et de nombreux doutes, pour savoir si cela en valait la peine, car Sir Thomas semblait si mal disposé, et Lady Bertram était si indolente, provenait seulement de sa bonne éducation et de sa bonne volonté, et n'avait rien à faire avec M. Crawford. Il y allait parce que ce serait une réunion agréable, car ce fut dans le courant de cette visite-là qu'il commença à penser que quiconque, habitué à remarquer de si futiles détails, aurait pensé que M. Crawford était l'admirateur de Fanny Price. La réunion fut en général plaisante, étant composée dans une bonne proportion de narrateurs et d'auditeurs. Et le dîner lui-même était élégant et plantureux, selon l'habitude des Grant, et trop accordé aux habitudes de tous pour créer aucune émotion, excepté chez Madame Norris, qui ne pouvait jamais regarder avec patience la large table, ni le nombre de plats s'y trouvant, et qui s'arrangeait toujours pour faire quelques mauvaises expériences lors du passage des servantes derrière sa chaise, et pour se convaincre une fois de plus qu'il était impossible que parmi tant de plats, certains ne fussent pas froids. Dans la soirée, on découvrit, d'après Madame Grant et sa sœur, qu'après avoir organisé la table de whist, ils resteraient assez nombreux pour jouer, et tout le monde étant d'accord, la spéculation fut décidée presque aussi vite que le whist, et Lady Bertram se trouva rapidement dans la situation critique de devoir choisir entre les deux jeux, et fut priée de tirer une carte pour le whist, ou non. Heureusement, Sir Thomas était à portée de sa main. « Que vais-je faire, Sir Thomas ? Whist ou spéculation ? Quel jeu m'amusera le plus ?» Sir Thomas, après un moment de réflexion, recommanda la spéculation. Il était un joueur de whist lui-même, et pouvait peut-être penser que cela ne l'amuserait pas beaucoup d'avoir sa femme comme partenaire. « Très bien, » répondit avec joie Lady Bertram. « La spéculation alors, s'il vous plaît, Madame Grant. Je ne connais rien à ce jeu, mais Fanny me l'enseignera. » Ici, Fanny s'interposa cependant, en parlant anxieusement de sa propre ignorance. Elle n'avait jamais joué ce jeu et ne l'avait jamais vu jouer de sa vie. Et Lady Bertram éprouva de nouveau un moment d'indécision. Mais d'après les assurances de chacun que rien n'était aussi facile, que c'était le plus facile des jeux de cartes, et après que Henry Crawford eut introduit la plus instante requête pour être admis à s'asseoir entre sa seigneurie et Mademoiselle Price, et à leur enseigner le jeu à toutes deux, il en fut décidé ainsi. Et Sir Thomas, Madame Norris, le docteur et Madame Grant étant assis à la table avec majesté et dignité, les 6 autres, sous la direction de Mademoiselle Crawford, furent installés autour de l'autre table. C'était un bel arrangement pour Henry Crawford, qui était tout contre Fanny, et avec un grand rôle à remplir, ayant les jeux de 2 personnes à conduire aussi bien que le sien. Bien qu'il fût impossible pour Fanny de ne pas se sentir maîtresse des règles du jeu au bout de 3 minutes, il avait cependant à inspirer son jeu, aiguiser son avarice et acquérir son cœur, ce qui, spécialement en compétition avec William, n'était pas sans quelque difficulté.
En ce qui concerne Lady Bertram, il dut consentir à se charger d'elle toute la soirée. Et s'il fut assez rapide pour l'empêcher de regarder à ses cartes quand la partie commença, il dut la diriger dans tout ce qu'elle eut à faire jusqu'à la fin du jeu. Il était dans un brillant état d'esprit, faisant chaque chose avec une aisance heureuse, et surtout dans tous les tours vifs, les ressources rapides et l'imprudence hasardeuse qui pouvaient faire honneur au jeu. Et la table ronde était en très beau contraste avec la calme sobriété et le silence ordonné de l'autre. Sir Thomas s'était enquis 2 fois du plaisir et du succès de son épouse, mais en vain. Aucune pause n'était assez longue pour le temps que ses manières mesurées nécessitaient, et presque rien de son état ne put être connu jusqu'à ce que madame Grant fût capable, à la fin de la première partie, d'aller vers elle et de la complimenter. « J'espère que le jeu vous amuse, votre signorie. »« Ah oui, très cher, très amusant en effet. Un très bizarre jeu, je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne vois jamais mes cartes. Monsieur Crawford fait tout le reste. » « Bertram, dit Crawford, quelque temps après, mettant à profit une petite détente dans le jeu. Je ne vous ai jamais dit ce qui m'arriva hier lors de ma chevauchée vers la maison. Ils avaient été chassés ensemble, et étaient au milieu d'une bonne course, et à quelque distance de Mansfield, quand, s'étant aperçu que son cheval avait perdu un fer, Henry Crawford avait été obligé d'abandonner et de faire à pied la meilleure partie de son chemin du retour. Je vous ai dit que j'avais perdu mon chemin, après avoir dépassé cette vieille ferme avec les ifs, parce que je ne sais jamais me résoudre à demander. Mais je ne vous ai pas dit que, avec ma chance habituelle, car je ne fais jamais une erreur sans y gagner, je me trouvais en temps voulu exactement où je désirais être. J'arrivais soudainement, après avoir trouvé un champ encaissé, dans le milieu d'un petit village retiré entre 2 collines aux pentes douces. Un torrent étroit devant moi à franchir, à gué, une église se dressant sur une sorte de tertre à ma droite, église apparemment large et élégante pour l'endroit, et pas une maison de gentilhomme, ni une maison de demi-gentilhomme à voir, excepté une. Le presbytère. Je précise un jet de pierre des précités tertre et église. Je me trouvais, en résumé, à Thornton-Lacey. Cela paraît être ainsi, dit Edmond. Mais dans quel chemin avez-vous tourné après avoir dépassé la ferme de Sewell ? Je ne réponds pas à des questions si irrévérentes et si insidieuses, bien que je réponde à tout ce que vous pourriez demander en 1 heure. Vous ne seriez jamais capable de prouver que ce n'était pas Thornton-Lacey, car ce l'était certainement. Vous vous êtes informé alors ? Non, je ne m'informe jamais. Mais je dis à un homme occupé à tailler une haie que cela était Thornton-Lacey, et il approuva. Vous avez une bonne mémoire. J'avais oublié vous avoir jamais dit la moitié de ceci au sujet de cet endroit. Thornton-Lacey était l'endroit où il irait bientôt vivre, ainsi que mademoiselle Crawford le savait, et son intérêt dans une négociation pour le valet de William Price augmenta. Bien, continua Edmond. Et avez-vous aimé ce que vous avez vu ? Beaucoup, en vérité. Le jardin de la ferme doit être déplacé, je suis d'accord, mais je n'ai conscience de rien d'autre. La maison n'est nullement mauvaise, et quand le jardin sera déplacé, il pourra y avoir une entrée très tolérable. Le jardin doit être entièrement nettoyé et planté pour cacher la maison du forgeron. La maison doit être tournée le front vers l'est, ou bien vers le nord. L'entrée et les chambres principales, je veux dire, doivent être de ce côté, où la vue est réellement belle. Je suis sûre que cela peut se faire. Et là doit être votre entrée, à travers ce qui est à présent le jardin. Vous devez faire un jardin là où se trouve maintenant l'arrière de la maison, ce qui lui donnera le meilleur aspect du monde, en pente vers le sud-est. Le terrain semble précisément formé pour cela. J'ai parcouru à cheval environ 50 yards de la ruelle entre l'église et la maison, afin de regarder autour de moi. Et j'ai vu comment tout cela pourrait être. Rien n'est plus facile. Les prés derrière ce qui sera le jardin, aussi bien que ce qui est maintenant, s'étendant aux alentours de la ruelle où j'étais vers le nord-est, à travers la route principale traversant le village. Cela doit être réuni, évidemment. Ce sont de très beaux prés, joliment parsemés de bois. Ils appartiennent au bénéfice de l'église, je suppose. Si pas, vous devez les acheter. Alors, le torrent,
Quelque chose doit être fait avec le torrent. Mais je ne peux pas exactement dire quoi. J'avais 2-3 idées. Et j'ai aussi 2 ou 3 idées, dit Edmond. Et l'une d'elles est que très peu de votre plan pour Thornton Lacey sera jamais mis en pratique. Je dois être satisfait avec moins d'ornements et de beauté. Je pense que la maison et l'entrée peuvent être confortables, et avoir l'apparence d'une maison d'un gentleman sans aucune dépense très lourde. Et cela me doit suffire. Et je l'espère, peut suffire à tous ceux qui s'intéressent à moi. Mademoiselle Crawford, un peu soupçonneuse et pleine de ressentiment, d'un certain ton de voix et d'un certain demi-regard exprimant la dernière expression de son espoir, se dépêcha de finir sa partie avec William Price. Et assurant son valet à un prix exorbitant, elle s'exclama. « Voilà! Je veux achever le jeu comme une femme d'esprit. Pas de froide prudence pour moi. Je ne suis pas née pour m'asseoir tranquillement à ne rien faire. Si je perds le jeu, ce ne sera pas sans avoir lutté. » Le jeu cessa, et ne la paya pas en retour. Une autre partie s'engagea, et Crawford reprit la conversation à propos de Thornton Lacey. Mon plan peut ne pas être le meilleur. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour le former. Mais vous devez faire une bonne partie. L'endroit le mérite et vous ne vous sentirez pas satisfait si vous faites beaucoup moins que ce qu'on peut faire. Excusez-moi, votre seigneurie, on ne doit pas voir vos cartes. Là, laissez-les poser devant vous. La place le mérite, Bertram. Vous parlez de lui donner l'air d'une maison de gentilhomme, cela sera fait, par le déplacement du jardin, car, indépendamment de cette terrible disgrâce, je n'ai jamais vu une maison de cette espèce ressemblant autant à une résidence de gentleman. Elle a tout à fait l'air d'être quelque chose de plus que la maison d'un simple personnage, au-dessus d'un train de vie de quelques centaines l'an. Ce n'est pas un mélange compliqué de simples chambres basses, ce n'est pas le vulgaire assemblage compact d'une ferme carrée. C'est solide, spacieux, l'on peut supposer qu'une respectable vieille famille de la région y a vécu de génération en génération, pendant 2 siècles au moins, et y vit maintenant en dépensant de 2 à 3 000 ans. Mademoiselle Crawford écoutait, et Edmond approuva ceci. L'air d'une résidence de gentleman. Vous ne pouvez pourtant le lui donner si vous ne faites rien. Mais elle est capable de beaucoup plus. Laissez-moi voir, Mary. Lady Bertram, ne misez pas une douzaine pour cette reine. Non, non, une douzaine est plus que cela ne vaut. Lady Bertram ne mise pas une douzaine. Elle n'aura rien à dire à cela. Allez, continuez. Par certaines améliorations comme celles que j'ai suggérées, je ne demande réellement pas que vous suiviez mon plan, quoique je doute que quelqu'un en présente un meilleur. Vous pouvez lui donner un caractère plus élevé. Vous pouvez en faire une place. Ayant été la simple maison d'un gentleman, elle devient, par de judicieuses améliorations, la résidence d'un homme ayant de l'éducation, du goût, des manières modernes et de bonnes relations. Tout cela peut se marquer sur elle. Et cette maison reçoit un air tel que son propriétaire sera reconnu, le grand propriétaire de la paroisse, par chacun qui passera sur la route. Spécialement parce qu'il n'y a pas de réel château dans cet endroit. Une circonstance, entre nous, capable de rehausser la valeur d'une telle situation au point que ce soit un privilège et d'une indépendance au-delà de tout calcul. Vous pensez comme moi, je l'espère. Il se tourna avec une voix adoucie vers Fanny. « Avez-vous déjà vu l'endroit » Fanny répondit rapidement « non » et essaya de cacher son intérêt pour le sujet par une intense attention envers son frère qui était occupé à conduire un dur marché. Mais Crawford poursuivit. « Non, non, vous ne devez pas vous séparer de la reine. Vous l'avez achetée trop cher, et votre frère ne vous en offre pas la moitié de sa valeur. Non, non, monsieur, les mains dehors, les mains dehors. Votre sœur ne se sépare pas de la reine. Elle est complètement déterminée. Le jeu sera à vous. » Il se tourna vers elle de nouveau. « Il sera certainement à vous. » Et Fanny aurait beaucoup préféré qu'il soit à William, dit Edmond, souriant vers elle. Pauvre Fanny, qui ne peut se duper comme elle le souhaite. Monsieur Bertram, dit mademoiselle Crawford quelques minutes après,
Vous savez que Henry fait de tels embellissements que vous ne pouvez vous engager dans rien d'aucune sorte à Thornton Lacey sans accepter son aide. Pensez seulement comme il a été utile à Sotherton. Pensez seulement combien de grandes choses furent faites là, parce que nous sommes tous allés avec lui, un jour chaud d'août, pour le conduire à travers les champs et voir son génie s'enflammer. Nous allâmes là, et nous revînmes de nouveau à la maison. Et ce qui a été fait là n'est pas à dire. Les yeux de Fanny se tournèrent un moment vers Crawford, avec une expression plus que grave, même pleine de reproches, mais elle les détourna immédiatement en rencontrant les siens. Avec quelque chose de conscient, il secoua sa tête vers sa sœur et répondit en riant. Je ne peux pas dire que beaucoup a été fait à Sotherton, mais c'était un jour chaud et nous marchions tous l'un après l'autre et désorientés. Aussitôt qu'un murmure général lui permit de ne pas être entendu, il ajouta à voix basse, uniquement pour Fanny, et s'adressant directement à elle. « Je devrais être triste de pouvoir faire des projets en si peu de temps à Sotherton. Je vois les choses tout à fait différemment maintenant. Ne pensez pas à moi comme j'étais alors. » Sotherton était un mot qui saisit madame Norris, et étant justement à ce moment contente d'avoir gagné en suivant sir Thomas qui menait le jeu contre le docteur et madame Grant, elle l'interpella d'un ton de bonne humeur. « Sotherton, oui, c'est un endroit en vérité où nous eûmes une si charmante journée. William, vous n'avez vraiment pas de chance, mais j'espère que la prochaine fois que vous viendrez, ces chers monsieur et madame Rushworth seront à la maison, et je suis sûre que je peux répondre de ce que vous serez reçus aimablement par eux deux. Vos cousines ne sont pas une sorte de gens qui oublient leurs amis, et M. Rushworth est un homme des plus aimables. Ils sont à Brighton maintenant, vous savez, dans une des plus belles maisons de là-bas, comme la belle fortune de M. Rushworth lui donne le droit d'être. Je ne connais pas exactement la distance, mais quand vous retournerez à Portsmouth, si ce n'est pas trop loin, vous devez aller jusque-là, et leur porter vos respects. Et je pourrais envoyer par vous un petit colis que je désire faire parvenir à vos cousines. J'en serais très heureux, tante, mais Brighton n'est pas très loin de Beachy Head, et si je pouvais arriver si loin, je ne pourrais présumer être le bienvenu dans un endroit si élégant, pauvre diable de sous-officier que je suis. Madame Norris commençait à déployer une extrême assurance de l'affabilité à laquelle il pourrait s'attendre, quand elle fut arrêtée par ces paroles de sir Thomas, prononcées avec autorité. « Je ne vous conseille pas d'aller à Brighton, William, car j'ai l'espoir que vous aurez bientôt des possibilités de rencontres plus commodes. Mais mes filles seraient heureuses de voir leurs cousins n'importe où, et vous trouverez M. Rushworth plus sincèrement disposé à considérer avec égard les relations de notre famille que celles de la sienne. Je préférerais le trouver secrétaire privé du Premier ministre que n'importe quoi d'autre. » fut la seule réponse de William, dans une voix rentrée, n'ayant pas l'intention de porter loin, et le sujet en resta là. Jusque-là, sir Thomas n'avait rien vu de particulier dans l'attitude de M. Crawford, mais quand la table de whist se dispersa après la partie, et que, quittant le docteur Grant et madame Norris qui se disputaient au sujet de leur dernier jeu, il devint un spectateur pour les autres. Il vit que sa nièce était l'objet d'attention d'un caractère bien marqué. Henry Crawford était dans la première ardeur d'un autre projet, à propos de Thornton Lacey. Et n'étant pas capable de capter l'oreille d'Edmond, il détaillait ce plan à sa belle voisine, avec un regard de convenable ardeur. Son plan était de louer la maison lui-même l'hiver suivant, de façon à ce qu'il puisse avoir son propre foyer à lui dans le voisinage. Et ce n'était pas simplement pour l'usage qu'il en ferait pendant la saison de la chasse, comme il le lui disait à ce moment, bien que cette considération ait certainement du poids, sentant que, en dépit de la grande amabilité du docteur Grant, il était impossible pour lui et ses chevaux d'être à leur aise où ils étaient, sans gêner matériellement. Mais cet attachement pour le voisinage ne dépendait pas seulement d'un amusement ou d'une saison de l'année. Son cœur désirait avoir un quelque chose là où il pourrait venir à n'importe quel moment, un petit foyer à sa disposition, où il pourrait passer tous les congés de son année et où il pouvait continuer, améliorer et perfectionner cette amitié et cette intimité avec la famille de Mansfield Park, dont la valeur augmentait pour lui chaque jour. Sir Thomas entendit et ne fut pas offensé. Il n'y avait aucun désir de respect dans les manières du jeune homme, et la façon dont Fanny les accueillait était si appropriée et si modeste, si calme et si peu engageante,
qu'il n'avait rien à réprouver en elle. Elle parlait peu, approuvait seulement ici et là, et ne trahissait aucune inclination, soit pour s'approprier une part du compliment, ou pour encourager ses vues en faveur du Northamptonshire. Voyant par qui il était observé, Crawford s'adressa lui-même à Sir Thomas à propos du même sujet, dans un ton plus de tous les jours, mais cependant toujours avec sentiment. « Je désire être votre voisin, Sir Thomas, comme vous m'avez peut-être entendu en parler à votre nièce. Puis-je espérer votre acquiescement, et espérer que vous n'influencerez pas votre fils contre un tel locataire ?» Sir Thomas, se courbant poliment, répliqua. « C'est la seule manière, monsieur, de laquelle je ne pourrais pas souhaiter de vous voir établi comme un voisin permanent. Mais j'espère, et je crois, qu'Edmond occupera sa propre maison à Thornton-Lacey. » Edmond, est-ce que j'en dis trop ? Edmond, à cet appel, devait d'abord savoir de quoi il s'agissait, mais en comprenant la question, il ne fut pas embarrassé pour la réponse. « Certainement, monsieur. Je n'ai aucune autre idée que celle de l'habiter. Mais, Crawford, si je vous refuse comme locataire, venez chez moi comme ami. Considérez la maison comme étant à moitié vôtre chaque hiver, et nous agrandirons les étables d'après votre plan d'amélioration et avec tous les embellissements de votre plan qui peuvent s'accomplir pour vous ce printemps. Nous y perdrons, continua Sir Thomas. Son départ, ne fût-ce qu'à seulement 8 milles d'ici, sera une restriction bien déplaisante pour notre cercle de famille. Mais j'aurais été profondément mortifié si un de mes fils pourrait se résigner à faire moins. Il est parfaitement naturel que vous n'ayez pas pensé beaucoup à ce sujet, monsieur Crawford. Mais une paroisse a ses désirs et ses droits, qui ne peuvent être connus que par un pasteur habitant continuellement avec eux, et qu'aucune proximité ne serait capable de satisfaire au même point. Edmond pourrait, suivant la règle commune, faire son devoir à Thornton, qui serait de lire les prières et de prêcher, sans abandonner Mansfield Park. Il pourrait se rendre à cheval tous les dimanches vers une maison en fait inhabitée et assurer le service divin. Il pourrait être le pasteur de Thornton-Lacey chaque 7e jour, pour 3 ou 4 heures, si cela pouvait le contenter. Mais cela ne le sera pas. Il sait que la nature humaine nécessite plus de leçons qu'un sermon par semaine en peut donner. Et s'il ne vit pas parmi ses paroissiens, et ne prouve lui-même, par ses constantes attentions, qu'il est leur ami bienveillant, il fait bien peu pour leur bien ou pour le sien. M. Crawford s'inclina en acquiesçant. « Je répète de nouveau, » ajouta Sir Thomas, « que Thornton-Lacey est la seule maison du voisinage dans laquelle je ne serais pas heureux de voir M. Crawford comme occupant. » M. Crawford s'inclina en remerciant. « Sir Thomas, » dit Edmond, « comprend indubitablement le devoir d'un pasteur de paroisse. Nous devons espérer que son fils pourra prouver qu'il le connaît aussi. » Quelque effet que la petite harangue de Sir Thomas ait pu réellement produire sur M. Crawford, elle provoqua un sentiment de malaise chez 2 des autres, 2 de ses plus attentifs auditeurs, Mademoiselle Crawford et Fanny. L'une d'elles, n'ayant jamais compris précédemment que Thornton allait être si tôt et si complètement la maison du jeune homme, considérait, abattue, ce que cela serait, de ne plus voir Edmond chaque jour. Et l'autre, détournée de l'agréable vision à laquelle elle s'était complue précédemment, en entendant la force de la description de son frère, ne pouvant pas plus longtemps, dans l'image qu'elle s'était formée du futur Thornton, chasser l'église, chasser le pasteur, et y voir seulement la respectable, élégante, moderne et occasionnelle résidence d'un homme riche et indépendant, considérait Sir Thomas avec une mauvaise volonté décidée, comme le destructeur de tout ceci, et souffrait, surtout à cause de cette involontaire indulgence que son caractère et ses manières recommandaient, et parce qu'elle n'osait pas faire la plus simple tentative de ridiculiser sa cause. Tout le plaisir de son jeu était passé pour cette heure. Il était temps d'en finir avec les cartes, si les sermons dominaient, et elle était contente de trouver nécessaire d'en venir à une conclusion et d'être apte à rafraîchir son esprit par un changement de place et de voisin. Les chefs de la partie s'étaient maintenant rassemblés sans ordre près du feu, attendant l'arrêt final. William et Fanny étaient les plus écartés,
Ils restaient tous les deux à l'autre table désertée, parlant très confortablement et ne pensant pas au reste de la société, jusqu'au moment où une partie de celle-ci commença à penser à eux. La chaise de Henry Crawford fut la première qui alla dans leur direction, et il s'assit en les observant silencieusement pendant quelques minutes. Lui-même, dans le même temps, était observé par Sir Thomas, qui bavardait debout avec le docteur Grant. « Il y a rassemblement ce soir, » dit William. « Si j'étais à Portsmouth, j'y serais peut-être. »« Mais vous ne souhaitez pas d'être à Portsmouth, William ?»« Non, Fanny, je ne le souhaite pas. J'en aurai assez de Portsmouth et de la danse aussi, quand je ne vous aurai plus. Et je ne sais pas si je pourrais trouver quelque plaisir dans cette assemblée, car je devrais sans doute aller sans partenaire. Les jeunes filles de Portsmouth détournent le nez de quiconque n'a pas une attribution. On peut tout aussi bien n'être rien d'autre qu'un sous-officier. On n'est rien en réalité. Vous vous rappelez les Grégory ? Elles sont devenues d'amusantes et jolies jeunes filles, mais elles me parlent à peine, parce que Lucie est courtisée par un officier. Ses joues étaient colorées d'indignation, comme il parlait. « Oh, quelle honte ! Mais cela ne fait rien, William. Cela ne vaut pas la peine de s'en occuper. Cela ne vous concerne pas. Ce n'est pas plus que ce que les plus grands amiraux ont tous expérimenté, plus ou moins dans leur temps. Vous devez penser à cela. Vous devez essayer de considérer cela comme l'une des duretés qui accablent la vie de tous les marins, comme le mauvais temps et la vie rude. Seulement avec cet avantage, qu'il y aura une fin à ceci, qu'un moment viendra où vous n'aurez plus rien de cette sorte à endurer, que vous serez un lieutenant. Songez seulement, William, combien peu vous vous soucierez de petits non-sens comme ceci, quand vous serez lieutenant. Je commence à croire que je ne serai jamais lieutenant, Fanny. Tout le monde reçoit sa promotion, sauf moi. « Oh, mon cher William, ne parlez pas ainsi. Ne soyez pas si découragé. Mon oncle ne dit rien, mais je suis sûre qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que vous soyez nommé. Il sait, aussi bien que vous, quelle importance cela a. » Elle fut arrêtée par la vue de son oncle, qui se trouvait beaucoup plus près d'eux qu'elle ne le soupçonnait, et chacun trouva nécessaire de parler de quelque chose d'autre. « Aimez-vous danser, Fanny ?»« Oui, beaucoup, mais je suis vite fatiguée. »« J'aimerais aller à un bal avec vous et vous voir danser. N'avez-vous jamais de bal à Northampton ? J'aimerais vous voir danser, et je danserais avec vous si vous le vouliez, car personne ne saurait qui je suis ici, et j'aimerais être votre partenaire une fois de plus. Nous avons souvent eu l'habitude de sauter ensemble partout, n'est-ce pas, quand l'ogre de Barbarie était dans la rue. Je suis un très bon danseur à ma manière, et j'ose dire que vous êtes meilleur que moi. » Et, se tournant vers leur oncle qui était maintenant tout près d'eux, « Est-ce que Fanny n'est pas une bonne danseuse, monsieur ?» Fanny, alarmée par une telle question, sans précédent, ne savait plus de quel côté regarder, ou comment se préparer à la réponse. Quelque reproche très grave, ou au moins la plus froide expression d'indifférence, devait venir pour affliger son frère et la faire disparaître. Mais au contraire, cela ne fut pas pire que... « Je regrette de dire que je suis incapable de répondre à votre question. Je n'ai jamais vu Fanny danser depuis qu'elle était une petite fille. Mais je suis certain que nous allons tous deux penser qu'elle s'en acquitte comme une dame lorsque nous la verrons, ce dont, peut-être, nous pourrons avoir une occasion sans devoir attendre trop longtemps. »« J'ai eu le plaisir de voir votre sœur danser, monsieur Price, » dit Henry Crawford, se penchant en avant, « et je peux m'engager à répondre à chaque enquête que vous pourriez faire à ce sujet, à votre entière satisfaction. Mais je crois... » Il vit le regard de Fanny s'affliger. « Que cela sera à quelque autre moment. Il y a une personne dans la compagnie qui n'aime pas qu'on parle de mademoiselle Price. » C'était vrai. Il avait vu une fois Fanny dansant, et c'était vrai aussi qu'il aurait maintenant répondu qu'elle glissait avec une calme et légère élégance, et dans un rythme admirable. Mais il n'aurait pu, même au prix de sa vie, rappeler ce que sa danse avait été, et il se portait garant qu'elle avait été présente, mais il ne se rappelait aucune chose à son propos.
Il passa, cependant, pour un admirateur de Fanny, et Sir Thomas, nullement mécontent, prolongea la conversation sur la danse en général, et était si bien engagé dans une description des bals d'Antigua, en écoutant ce que son neveu pouvait relater au sujet des différentes façons de danser qu'il avait pu observer, qu'il n'avait pas entendu qu'on annonçait sa voiture, et qu'il y fut appelé en premier lieu par l'empressement de madame Norris. « Venez, Fanny, à quoi pensez-vous? Nous partons. Ne croyez-vous pas que votre tante s'en va? Vite, vite! Je ne peux supporter de faire attendre le pauvre vieux Wilcox. Vous devriez toujours vous souvenir du cocher et des chevaux. Mon cher Sir Thomas, nous avons décidé que la voiture reviendrait pour vous, et Edmond et William. » Sir Thomas ne pouvait refuser, car cela avait été son propre arrangement, communiqué précédemment à sa femme et à la sœur de celle-ci. Mais cela semblait oublié par madame Norris, qui devait s'imaginer qu'elle avait tout fixé elle-même. Le dernier sentiment de Fanny dans cette visite fut du désappointement, car le châle que Edmond était occupé à prendre tranquillement à la servante pour l'apporter et le poser sur ses épaules, fut saisi par la main prompte de M. Crawford, et elle fut obligée d'être redevable à l'attention de celui-ci. Chapitre 8. Le désir de William de voir danser Fanny fit plus qu'une impression momentanée sur son oncle. L'espoir d'une occasion, que Sir Thomas avait donnée à ce moment, n'avait pas été donné pour être oublié ensuite. Il demeurait fermement désireux de satisfaire un sentiment si aimable, de satisfaire n'importe qui d'autre qui souhaiterait voir danser Fanny, et de donner du plaisir aux jeunes gens en général, et ayant réfléchi à la matière, et pris sa résolution calmement et indépendamment, le résultat en apparut le lendemain matin au déjeuner, quand, après avoir rappelé et commenté ce que son neveu avait dit, il ajouta: « Je n'aimerais pas, William, que vous quittiez le Northamptonshire sans cette faveur. Je veux me donner le plaisir de vous voir danser tous les deux. Vous parliez de bal à Northampton. Vos cousins y ont assisté occasionnellement, mais cela ne vous conviendrait en aucune façon. La fatigue serait trop grande pour votre tante. Je pense que nous ne devons pas penser à un bal à Northampton. Une partie de danse à la maison serait mieux appropriée. Et si... »« Ah, mon cher Sir Thomas, interrompit madame Norris, je savais ce qui allait arriver. Je savais ce que vous alliez dire. Si la chère Julia était à la maison, ou la très chère madame Rushworth à Sotherton, pour fournir une raison, une occasion pour une telle chose, vous seriez tenté de donner aux jeunes gens un bal à Mansfield. Je sais que vous le seriez. Si elles étaient à la maison pour orner le bal, vous auriez un bal ce Noël. Remerciez votre oncle William. Remerciez votre oncle. Mes filles, répondit Sir Thomas, s'interposant gravement, ont leur plaisir à Brighton, et je l'espère, sont très heureuses. Mais la danse que je pense donner à Mansfield sera pour leurs cousins. Si nous étions tous assemblés, notre satisfaction serait plus complète, sans aucun doute, mais cette absence, en somme, ne doit pas exclure les autres du plaisir. Madame Norris n'avait plus aucun autre mot à dire. Elle vit la décision dans ses yeux, et sa surprise et sa vexation requirent quelques minutes de silence avant qu'elle puisse s'organiser et reprendre son sang-froid. Un bal, à un tel moment? Les filles absentes et elles-mêmes non consultées? Cependant, elle avait le réconfort à portée de sa main. Elle devait faire chaque chose. Lady Bertram serait évidemment épargnée de toute pensée et de tout effort, et tout retomberait sur elle. Elle aurait à faire les honneurs de la soirée, et cette réflexion lui rendit si vite une grande partie de sa bonne humeur qu'elle put se joindre aux autres avant que leur joie et leurs remerciements fussent tout à fait exprimés. Edmond, William et Fanny, chacun à leur façon, voyaient et espéraient dans ce prochain bal autant de plaisir reconnaissant que Sir Thomas pouvait le désirer. Les sentiments d'Edmond étaient exprimés aussi. Son père n'avait jamais conféré une faveur ou montré une gentillesse qui fût à sa satisfaction. Lady Bertram était parfaitement d'accord et contente, et n'avait pas d'objection à faire. Sir Thomas l'assurait que cela ne lui donnerait que peu de soucis, et elle lui certifia qu'elle n'était pas du tout effrayée par ses ennuis, et que, en vérité,
elle ne pouvait imaginer qu'il y en aurait. Madame Norris était prête avec ses suggestions, comme pour lui indiquer quelle chambre elle pensait aussi être la plus adéquate, mais elle trouva déjà tout prévu, et quand elle voulut émettre son avis au sujet du jour, il apparut que le jour était fixé aussi. Sir Thomas s'était amusé à dessiner complètement les grandes lignes du projet, et dès qu'elle écouterait calmement, il pourrait lire la liste des familles à inviter, dont il déduisait, en tenant compte de la brièveté de l'information, qu'il pourrait rassembler assez de jeunes gens pour former 12 ou 14 couples. Et il pourrait détailler les considérations qu'il avait décidé de s'arrêter au 22, comme le meilleur jour à choisir. William devait être à Portsmouth, le 24. Le 22 serait donc en conséquence le dernier jour de sa visite. Mais alors que les jours étaient si peu nombreux, il n'eût pas été sage d'en choisir un plus rapproché. Madame Norris fut obligée de se sentir satisfaite d'avoir pensé juste de la même façon, et d'avoir été sur le point de proposer le 22 elle-même, comme étant de loin la meilleure date pour le projet. Le bal était maintenant une chose décidée, et avant la soirée, une chose annoncée à tous ceux qu'elle concernait. Les invitations furent envoyées en hâte, et plus d'une jeune fille se coucha ce soir-là avec sa tête pleine de soucis heureux, aussi bien que Fanny. Pour elle, les soucis étaient parfois presque au-dessus de la joie. En peine et expérimentée, n'ayant que peu de moyens de choisir et peu de confiance dans son propre goût, le « comment serait-elle habillée ?» était un point de douloureuse inquiétude. Et l'un des rares ornements qu'elle possédât, une très belle croix d'ambre que William lui avait apportée de Sicile, était sa grande détresse, car elle n'avait rien d'autre qu'un morceau de ruban pour la fixer. Et bien qu'elle l'eût portée une fois de cette façon, cela conviendrait-il pour une telle occasion, au milieu de tous les riches bijoux que, elle le supposa, toutes les autres jeunes filles porteraient. Et cependant, ne pas la porter ? William aurait désiré lui acheter une belle chaîne d'or aussi, mais le projet était au-dessus de ses moyens, et en conséquence, ne pas porter la croix pourrait le vexer. C'étaient des considérations anxieuses, assez pour calmer son esprit, même à la pensée d'un bal donné principalement en sa faveur. Pendant ce temps, les préparatifs continuaient, et Lady Bertram continuait de s'asseoir sur son sofa sans être dérangée par eux. Elle eut quelques visites de la gouvernante, et sa servante dut se hâter de lui confectionner une nouvelle robe. Sir Thomas donnait les ordres, et madame Norris courait partout, mais cela ne gênait nullement l'affaire. Edmond était à ce moment particulièrement soucieux. Son esprit était profondément occupé par la considération de deux événements importants de sa vie, qui allaient fixer son destin. Entrée dans les ordres et mariage. Événement d'un caractère tellement sérieux que le bal, qui serait très certainement rapidement suivi de l'un d'eux, lui apparaissait moindre à ses yeux qu'à ceux de n'importe quelle autre personne de la maison. Le 23, il allait chez un ami à Peterborough, qui était dans la même situation que lui, et ils allaient recevoir les ordres dans le courant de la semaine de la Noël. La moitié de sa destinée serait alors déterminée, mais l'autre moitié pouvait ne pas être aussi douce à accomplir. Ses devoirs seraient établis, mais la femme qui devrait animer, partager et récompenser ses devoirs pouvait encore être inaccessible. Il connaissait sa propre pensée, mais il n'était pas toujours certain de connaître mademoiselle Crawford. Il y avait des points sur lesquels il n'était pas complètement d'accord. Il y avait des moments où elle ne semblait pas favorable. Et bien que faisant confiance entièrement à son affection, à une conclusion dans un délai très court, il éprouvait beaucoup de sentiments anxieux, beaucoup d'heures de doute quant au résultat. Sa conviction de ses égards pour lui était quelquefois très forte. Il pourrait regarder en arrière vers une longue période d'encouragement, et elle était aussi parfaite dans un attachement désintéressé que dans toute autre chose. Mais à d'autres moments, des doutes et des alarmes se mélangeaient à ses espoirs, et quand il songeait à son manque d'inclination pour l'intimité et la retraite, sa préférence décidée pour une vie à Londres, que pouvait-il espérer d'autre qu'un refus déterminé ? À moins que ce ne soit une acceptation encore moins bonne, demandant de tels sacrifices à sa situation et à son métier que sa conscience dut le lui défendre. L'issue de tout dépendait d'une question. L'aimait-elle assez fortement pour dépasser des points qui avaient toujours été essentiels ? L'aimait-elle assez fortement
pour qu'ils fussent plus essentiels. Et cette question, qu'il se répétait continuellement, quoiqu'elle eût le plus souvent un oui comme réponse, avait aussi parfois son non. Mademoiselle Crawford allait bientôt quitter Mansfield, et à cette occasion, le oui et le non alternaient plus fréquemment. Il avait vu briller ses yeux lorsqu'elle parlait de la lettre de sa chère amie, qui lui promettait une longue visite à Londres, et de la gentillesse d'Henri, qui s'engageait à rester où il était, afin qu'il pût l'accompagner là-bas. Il avait entendu parler du plaisir d'un tel voyage avec une animation qui voulait dire non. Mais ceci s'est passé au cours de la journée décisive, dans la première heure de joie, quand rien d'autre ne comptait à ses yeux que les amis qu'elle allait voir. Depuis, il l'avait entendu s'exprimer différemment, avec d'autres sentiments, des sentiments plus contrôlés. Il a entendu dire à madame Grant qu'elle la quitterait avec regret, qu'elle commençait à penser que ni les amis, ni les plaisirs qu'elle allait retrouver ne valaient ceux qu'elle laissait derrière elle, et que bien qu'elle se sentît obligée de partir, elle savait déjà qu'elle éprouverait de la joie, là-bas, quand elle pourrait prévoir le moment de son retour à Mansfield. N'y avait-il pas des oui dans tout ceci? Ayant à peser, arranger et réarranger pareille chose, Edmond ne pouvait pas s'intéresser énormément à la soirée que le reste de la famille attendait, avec un tel intérêt. Mis à part la joie de ses deux cousins, cette soirée n'avait pas plus de valeur pour lui que n'importe quelle autre réunion des deux familles. Chaque réunion apportait l'espoir d'une confirmation quelconque. Mais le tourbillon de la salle de bal ne serait peut-être pas particulièrement favorable à l'expression des sentiments sérieux. L'engager précisément pour les 2 premières danses, c'était la possibilité d'un bonheur personnel qu'il sentait en son pouvoir. Et la seule préparation pour le bal à laquelle il pouvait prendre part, en dépit de tout ce qui se passait autour de lui en rapport avec la fête, depuis le matin jusqu'au soir. Jeudi était le jour du bal. Et le mercredi matin, Fanny, encore incapable de choisir ce qu'elle devrait mettre, se décida à demander conseil aux plus compétents, et s'adressa à madame Grant et à sa sœur, dont le bon goût généralement reconnu l'aiderait à être irréprochable. Et comme Edmond et William étaient partis pour Northampton, elle avait des raisons de penser que M. Crawford le serait de même. Elle descendit vers le presbytère, ne craignant pas de se risquer à une conversation privée, et le secret d'une telle conversation était de première importance pour Fanny, plus qu'à moitié honteuse de ses propres préoccupations. Elle rencontra mademoiselle Crawford à quelques yards du presbytère, comme celle-ci s'apprêtait à lui rendre visite, et comme il lui semblait que son amie, obligée qu'elle était d'insister sur le retour, n'abandonnait sa promenade qu'à contre-cœur, elle expliqua l'objet de sa visite immédiatement, et observa que si elle voulait être assez aimable pour lui donner son opinion, cela pourrait aussi bien se faire à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mademoiselle Crawford parut enchantée de sa demande et pressa Fanny, d'une façon beaucoup plus cordiale qu'avant, de retourner avec elle, et proposa qu'elles aillent dans sa chambre, où elles pourraient avoir une causette confortable, sans déranger le docteur et madame Grant, qui étaient ensemble au salon. Ceci était précisément un plan qui convenait à Fanny, et avec une grande gratitude de son côté, pour une complaisance si gentille et si vive, elles entrèrent et montèrent à l'étage, et furent bientôt absorbées par le sujet qui les intéressait. Mademoiselle Crawford, flattée de cet appel, lui dévoua le meilleur de son jugement et de son bon goût, rendit tout facile par ses suggestions, et essaya de rendre tout agréable à Fanny par son encouragement. La toilette se trouva décidée dans ses grandes lignes. « Mais allez-vous porter la croix de votre frère comme collier » dit mademoiselle Crawford. « Ne porterez-vous pas la croix de votre frère » Et tandis qu'elle parlait, elle défaisait un petit paquet que Fanny avait remarqué dans sa main quand elles s'étaient rencontrées. Fanny lui raconta ses désirs et ses doutes à ce point. Elle ne savait pas si elle devait porter ou ne pas porter la croix. On répondit pour elle, en plaçant une petite boîte à frivolité devant elle, et en lui demandant de choisir parmi plusieurs chaînes et colliers en or. Tel était le paquet dont mademoiselle Crawford était pourvue, et c'était là l'objet de sa visite. Et de la manière la plus aimable, elle pressait maintenant Fanny d'en prendre une pour la croix, et de la garder pour l'amour d'elle,
disant toutes les choses qu'elle put imaginer pour écarter les scrupules qui avaient d'abord fait reculer Fanny avec un mouvement d'horreur devant la proposition. « Vous voyez quelle collection j'ai, dit-elle. Je n'en emploie pas la moitié. Je ne vous offre que du vieux. Vous devez excuser mon sans-gêne et me rendre service. » Fanny résistait toujours, de tout son cœur. Le don avait trop de valeur. Mais mademoiselle Crawford persévéra tant, discuta le cas avec tant d'arguments si sérieux et si affectueux, appuyés sur la tête de William, sur la croix, sur le bal et sur elle-même, qu'à la fin elle eut gain de cause. Fanny se trouva obligée de céder, afin qu'elle ne pût être accusée d'orgueil, d'indifférence ou d'autre petitesse, et ayant avec une humble répugnance donné son consentement, elle se mit à faire une sélection. Elle regarda, désirant trouver celle qui avait le moins de valeur, et était enfin déterminée à faire son choix, quand elle crut qu'un collier se trouvait devant ses yeux plus souvent que les autres. C'était un collier en or, joliment arrangé, et bien que Fanny eût préféré une chaîne plus longue et plus simple, comme étant plus adaptée à son but, elle espérait avoir choisi celle que mademoiselle Crawford désirait garder le moins. Mademoiselle Crawford manifesta sa parfaite approbation par un sourire, et se dépêcha de compléter le don en lui mettant le collier, et en lui faisant voir l'effet qu'il faisait sur elle. Fanny n'aurait pu formuler la moindre opposition, et exception faite de ce qui lui restait de scrupules, était extrêmement heureuse d'une acquisition si appropriée. Elle aurait peut-être préféré être l'obligée d'une autre personne, mais cela était un sentiment bas. Mademoiselle Crawford avait devancé ses désirs avec une gentillesse qui prouvait qu'elle était une amie. « Quand je porterai ce collier, je penserai toujours à vous, dit-elle. Je penserai combien vous étiez aimable. Vous devez également penser à quelqu'un d'autre quand vous le porterez, répliqua mademoiselle Crawford. Vous devez aussi penser à mon frère, car la pensée venait d'abord de lui. Il me la donna, et avec le collier, je vous passe tous les devoirs de vous souvenir du premier donneur. Cela doit être un souvenir de famille. La sœur ne peut être dans vos pensées, sans que le frère n'y soit aussi. Fanny, grandement étonnée et pleine de confusion, aurait instantanément retourné le cadeau. Prendre ce qui avait été le cadeau d'une autre personne, d'un frère encore, impossible. Cela ne devait pas être. Avec une avidité et un embarras assez divertissants pour sa compagne, elle remit la chaîne sur le carton et semblait résolue à ne pas en prendre une autre. « Ma pauvre enfant, dit-elle en riant, de quoi avez-vous peur ? Croyez-vous que Henri considérerait ce collier mien et s'imaginerait qu'il n'est pas venu honnêtement en votre possession ? Ou imaginez-vous qu'il serait trop flatté de voir le collier à votre gorge, collier qu'il acheta il y a 3 ans, avant qu'il ne sût qu'une telle gorge existait ? Ou peut-être, et elle eut un air espiègle, croyez-vous qu'il y a une conspiration entre nous, et que ce que je fais maintenant, je le fais à son désir et à sa connaissance ? Fanny protesta absolument contre de telles pensées, tout en rougissant beaucoup. « Bien, alors, répliqua mademoiselle Crawford, très sérieusement et sans le croire entièrement. Pour me convaincre que vous n'y suspectez pas de piège, et aussi confiante que je vous ai toujours trouvée, prenez ce collier, et n'en dites pas un mot de plus. Le fait que c'est un cadeau de mon frère ne doit faire aucune différence pour vous. Comme je vous l'assure, cela n'en fait pas dans ma volonté de m'en séparer. Il me donne toujours une chose ou l'autre. J'ai tant de cadeaux innombrables de lui que je pourrais les compter, ou lui en rappeler la moitié. Et pour ce qui est de ce collier, je ne crois pas que je l'ai porté 6 fois. Il est très joli, mais je n'y pense pas. Et bien que vous eussiez été aussi bien, même avec n'importe quel autre bijou de la boîte, il se fait que vous avez choisi précisément celui dont, si j'avais une préférence, je me séparerais volontiers, et que je préfère voir en votre possession, plutôt qu'à n'importe qui d'autre. Ne vous y opposez plus, je vous en supplie. Ce petit rien ne vaut pas la moitié de tant de paroles. » Fanny n'osa pas s'opposer plus longtemps, et avec des remerciements renouvelés, mais moins heureux, accepta de nouveau le collier, car il y avait une expression dans le regard de mademoiselle Crawford qui ne pouvait pas la satisfaire. Il lui était impossible de rester insensible au changement de manière de M. Crawford à son égard.
Il y avait longtemps qu'elle ne l'avait vu. Il essayait, évidemment, de lui plaire. Il était galant, il était attentif. Il était, en quelque sorte, comme il avait été avec ses cousines. Il voulait, croyait-elle, duper sa tranquillité, comme il avait dupé ses cousines. Quant à savoir s'il n'avait rien à voir avec le collier, elle ne pouvait se convaincre qu'il n'y était pour rien, car mademoiselle Crawford, complaisante en tant que sœur, était insouciante en tant que femme et amie. Elle retourna maintenant à la maison, en réfléchissant et en doutant, et sentant que la possession de ce qu'elle avait tellement désiré n'apportait pas beaucoup de satisfaction. C'est avec un changement plutôt qu'une diminution de soucis qu'elle reprit le chemin qu'elle avait foulé avant. Chapitre 9. En rentrant à la maison, Fanny monta immédiatement déposer son acquisition inattendue, ce collier, un bien douteux dans la salle, et le mettre dans une petite boîte où elle gardait tous ses petits trésors. Mais en ouvrant la porte, quelle ne fut pas sa surprise d'y trouver son cousin Edmond en train d'écrire à sa table. Une telle chose, qui n'était jamais arrivée auparavant, était presque aussi merveilleuse que bienvenue. « Fanny, dit-il immédiatement, abandonnant chaise et plume et venant à sa rencontre, tenant quelque chose en main. « Je vous demande pardon d'être ici. Je venais vous chercher, et après avoir attendu un peu dans l'espoir de votre arrivée, j'étais en train d'employer votre encrier pour expliquer ma commission. Vous trouverez le début d'une lettre pour vous, mais maintenant, je puis traiter l'affaire de vive voix. Voici. Je ne vous demande que d'accepter ce petit rien, une chaîne pour la croix de William. Vous auriez dû la voir la semaine passée, mais il a fallu attendre parce que mon frère n'a pu aller en ville aussi vite que j'avais espéré. Et je ne viens que de la recevoir maintenant, à Northampton. J'espère que vous aimerez la chaîne, Fanny. Je me suis efforcée de m'en tenir à la simplicité de votre goût. Mais de toute façon, je sais que vous serez indulgente pour mes intentions et la considérerez comme elle est réellement. Le signe de l'affection d'un de vos plus anciens amis. Et en disant ces mots, il se hâtait de partir avant que Fanny, écrasée par un millier de sensations de peine et de joie, put tenter de parler. Mais animée par un désir souverain, elle s'exclama. « Oh, cousin, arrêtez un moment, je vous en prie, arrêtez-vous !» Il revint. « Je ne peux essayer de vous remercier, » continua-t-elle d'une manière très agitée. « Les remerciements sont hors de question. Je ressens beaucoup plus que je pourrais exprimer. Votre bonté de penser à moi d'une telle façon est au-delà. Si c'est là tout ce que vous avez à me dire, Fanny. » Souriant, il s'apprêtait à partir de nouveau. « Non, non, je voudrais vous consulter. » Presque inconsciemment, elle avait défait maintenant le paquet qu'il lui avait placé dans la main, et voyant devant elle, dans la beauté de l'emballage d'un joaillier, une chaîne d'or nouée, parfaitement simple et nette, elle ne put s'empêcher de s'exclamer à nouveau. « Oh, ceci est beau, réellement. Ceci est précisément la chose que je souhaitais. Ceci est le seul ornement que je désire posséder jamais. Elle est exactement assortie à ma croix. Elles doivent et seront toujours portées ensemble. Le cadeau vient aussi à un moment si propice. Oh, cousin, vous ne pouvez savoir combien il est propice. Ma chère Fanny, vous êtes beaucoup trop sensible à ces choses. Je suis fort heureux que vous aimiez la chaîne et qu'elle arrive à temps pour demain, mais vos remerciements dépassent l'occasion. Croyez-moi, je n'ai au monde de plus grand plaisir que de contribuer au vôtre. Non, je puis le dire en toute assurance, je n'ai pas de plaisir aussi complet, aussi inaltérable. Il est sans un mécompte. Fanny aurait pu vivre une heure sans prononcer un autre mot, mais Edmond, après avoir attendu un moment, l'obligea à faire descendre ses pensées de leur vol céleste, en disant « Mais à quel sujet voulez-vous me consulter ?» C'était au sujet du collier qu'elle voulait, le plus sérieusement du monde, maintenant rendre. Elle espérait obtenir son consentement pour le faire. Elle donnait le récit de sa récente visite, maintenant que ses ravissements pouvaient être passés. Mais Edmond était si frappé par la circonstance, si enchanté de ce que mademoiselle Crawford avait fait, si frappé par une telle coïncidence entre eux,
que Fanny ne put qu'admettre le pouvoir d'un plaisir sur son propre esprit, bien que cela pût avoir des mécomptes. Il se passa quelque temps avant qu'elle pût avoir assez d'attention pour son projet ou une réponse à sa demande. Il était plongé dans une rêverie aimante et émettait de temps en temps quelques demi-phrases de louange. Mais quand il s'éveilla et comprit, il était bien décidé à s'opposer à ce qu'elle souhaitait. « Renvoyer le collier ? Non, ma chère Fanny, pas d'après mon idée. Ce serait profondément mortifiant pour elle. Il ne peut exister de sensation plus désagréable que de voir revenir dans vos mains quelque chose que vous avez donné, avec l'espoir raisonnable de contribuer au bonheur d'un ami. Pourquoi perdrait-elle un plaisir qu'elle a montré si bien mérité ? Si cela m'avait été donné en première instance, dit Fanny, je n'aurais jamais songé à le rendre, mais comme c'est un présent de son frère, il n'est pas juste de supposer qu'elle s'en sépare facilement, si ce n'est pas nécessaire. Elle ne doit pas supposer que ce n'est pas nécessaire, du moins pas acceptable. Le fait que primitivement c'était un cadeau de son frère ne fait aucune différence, car cela ne l'a pas empêché de l'offrir, ni vous de l'accepter. Donc cela ne doit pas vous empêcher de le garder. Sans aucun doute, il est plus beau que le mien, et plus en rapport avec une salle de bal. Non, ce n'est pas le plus beau. Ce n'est pas plus beau du tout dans son genre, et pas à moitié aussi convenable. La croix s'accordera mieux avec la chaîne qu'avec le collier, et c'est au-delà de toute comparaison. Pour une nuit, Fanny, rien que pour une nuit, si cela est un sacrifice. Je suis sûre qu'après réflexion, vous voudrez faire ce sacrifice plutôt que de faire de la peine à quelqu'un qui n'a eu en vue que votre bien-être. Les attentions de mademoiselle Crawford n'ont pas été au-dessus de ce que vous méritez. Je suis la dernière personne à croire qu'elle pourrait être au-dessus de vos mérites. Et vous pourriez lui répondre avec quelque chose qui aurait un air d'ingratitude, bien que je sache que ce ne pourrait jamais être ni dans votre intention, ni dans votre nature. Portez le collier demain soir, ainsi que vous vous y êtes engagé, et réservez la chaîne pour des occasions plus courantes. Ceci est mon avis. Je ne voudrais pas que l'ombre d'une froideur vienne troubler une intimité que j'ai observée, avec le plus grand plaisir, entre deux êtres dans les caractères desquels j'ai trouvé une grande ressemblance de sincérité et de délicatesse, bien qu'il y ait quelques légères différences résultant d'une différence de situation, mais qui ne forment pas un obstacle à une véritable amitié. Je ne voudrais pas qu'une ombre de froideur s'élevât entre les deux êtres qui me sont les plus chers au monde, répéta-t-il. Quand il eut parlé, il s'en alla, et Fanny avait à se calmer comme elle le put. Elle était l'une de ses plus chères amies. Cela devait la réconforter. Mais l'autre, la première, il ne lui avait jamais parlé si ouvertement, et quoiqu'il ne lui eût rien raconté qu'elle n'avait déjà deviné depuis longtemps, c'était un choc pour elle, car ses mots montraient ses propres convictions et ses vues. Les unes et les autres semblaient définitives. Il épouserait mademoiselle Crawford. C'était un choc. En dépit d'une attente très longue, et elle était obligée de répéter encore qu'elle était l'une de ses deux plus chères amies, pour que ces mots lui donnent quelque sensation. Si elle pouvait croire que mademoiselle Crawford le méritait, oh, combien ce serait différent, combien plus tolérable. Mais il se trompait sur son compte. Il lui accordait des mérites qu'elle n'avait pas. Ses défauts étaient ce qu'ils avaient toujours été, mais il ne les voyait plus. Avant qu'elle n'ait versé beaucoup de larmes sur cette déception, Fanny ne réussit pas à calmer son agitation, et l'abattement qui suivit ne put être allégé que par de ferventes prières pour son bonheur. C'était son intention, et elle y voyait un devoir, d'essayer de surmonter tout ce qui était excessif, tout ce qui touchait à l'égoïsme dans son affection pour Edmond. Elle ne trouvait pas de mots assez forts pour satisfaire sa propre humilité. De penser à lui comme mademoiselle Crawford pouvait le faire eût été chez elle une folie. Pour elle, il ne pouvait jamais, dans aucune circonstance, être autre chose de plus cher qu'un ami. Comment une telle pensée lui venait-elle, même pour la réprouver ou la défendre ? Il n'était pas permis que cette pensée touchât les confins de son esprit.
Elle s'appliquerait à être raisonnable et à mériter le droit de juger, avec une intelligence saine et honnête, le caractère et le privilège de sincère sollicitude de mademoiselle Crawford pour lui. Elle avait de l'héroïsme dans ses principes, et était décidée à faire son devoir. Mais ayant aussi beaucoup de sentiments inhérents à la jeunesse et à la nature, il ne faut pas s'étonner outre mesure si, après avoir pris toutes ses bonnes résolutions de maîtrise de soi, elle saisit comme un trésor inespéré le bout de papier sur lequel Edmond avait commencé à lui écrire, et si, ayant lu avec la plus tendre émotion ces mots, « Ma très chère Fanny, vous devez me faire la faveur d'accepter », elle l'enferma avec la chaîne, comme si c'était la plus chère partie du don. C'était la seule chose qui s'approchait d'une lettre qu'elle avait jamais reçue de lui, et il se pourrait qu'elle n'en reçût jamais d'autre. Il était impossible qu'elle en reçût jamais une autre qui lui procurât plus de plaisir, tant, en tout cas, à cause des circonstances que du style. Jamais auteur n'avait écrit 2 lignes qui eussent plus de valeur, jamais les recherches du plus aimant correspondant n'avaient été plus bénies. Pour elle, l'écriture elle-même, indépendamment de tout, était une bénédiction. Jamais être humain n'avait écrit des caractères comparables à l'écriture la plus courante d'Edmond. Ce spécimen, même avec la grande hâte dans laquelle il avait été écrit, n'avait pas une faute. Et il y avait une telle félicité dans les 4 premiers mots, dans l'arrangement de « ma très chère Fanny », qu'elle aurait pu les regarder toujours. Ayant apaisé son esprit et réconforté son cœur par cet heureux mélange de raison et de faiblesse, elle était en état de descendre en temps convenable, de reprendre ses emplois habituels auprès de sa tante Bertram, et de lui donner les attentions usuelles, sans un manque apparent de présence d'esprit. Le jeudi, destiné à l'espoir et au plaisir, arriva, et commença avec beaucoup plus de douceur pour Fanny que d'habitude, car après le dîner, une note très aimable de M. Crawford, disant que, comme il se trouvait obligé d'aller à Londres le lendemain, il ne pouvait s'empêcher d'avoir un compagnon, que si William pouvait se décider à quitter Mansfield une demi-journée plus tôt qu'il ne l'avait escompté, il pourrait lui donner une place dans sa voiture. M. Crawford avait l'intention d'arriver pour l'heure du souper tardif de son oncle et de l'inviter à dîner avec lui, chez l'amiral. La proposition plaisait beaucoup à William, qui était enchanté de voyager en poste avec 4 chevaux et avec un ami si enjoué et si agréable. Aimant l'idée de voyager avec des dépêches, il disait immédiatement tout ce qui était en faveur de ce bonheur et de cet honneur, pour autant que son imagination pût les lui suggérer. Et Fanny était extrêmement contente pour un autre motif, car dans le plan original, William aurait dû quitter Mansfield le soir suivant pour le service de poste de Northampton, ce qui ne lui aurait pas permis 1 heure de repos avant de s'installer dans une voiture de Portsmouth. Et bien que la proposition de M. Crawford la privât de beaucoup d'heures de sa compagnie, elle était trop heureuse de savoir William sauvé d'un tel voyage pour penser à rien d'autre. Sir Thomas approuvait le projet pour une autre raison. Le fait que son neveu allait être présenté à l'amiral pourrait lui servir. Il croyait que l'amiral avait de l'influence, et l'esprit de Fanny se nourrit de ses idées pendant la moitié de la matinée. Quant au bal si proche, elle était beaucoup trop agitée et trop effrayée d'avance pour avoir la moitié du plaisir qu'elle aurait dû éprouver, ou était supposée avoir, comme beaucoup de jeunes demoiselles qui sont dans l'attente du même événement, mais qui sont dans des situations plus aisées, et pour qui cela présentait moins de nouveautés et moins de satisfaction. Mademoiselle Price, connue de nom seulement par la moitié des invités, devait faire maintenant son entrée dans le monde, et devait être considérée comme la reine du bal. Qui aurait pu être plus heureuse que mademoiselle Price? Mais mademoiselle Price n'avait pas été élevée dans ce sens, et si elle avait su sous quel signe ce bal se trouvait, par rapport à sa personne, son bien-être eût encore diminué, et les craintes qu'elle avait déjà, de se tromper et d'être regardée, avoir de la force et des partenaires pour la moitié de la soirée, danser un peu avec Edmond et pas beaucoup avec M. Crawford, voir le plaisir de William et être capable de se tenir à l'écart de tante Norris. C'était le sommet de son ambition, et son plus grand bonheur possible. Bien que ce fussent là tous ses espoirs, elle ne pourrait s'y maintenir toujours,
et au cours d'une longue matinée passée en grande partie avec ses tantes, elle était souvent sous l'influence de vues moins optimistes. William, décidé à faire de son dernier jour une journée de joie complète, était parti à la chasse à la bécasse. Edmond, elle n'avait que trop de bonnes raisons de le croire, était au presbytère. Et resté seul pour supporter les tracas de madame Norris, qui était fâchée de ce que sa servante voulait arranger le souper à sa façon, tracasserie que celle-ci pouvait éviter, Fanny voyait dans tout cela un mauvais présage pour le bal, et s'en alla, tourmentée et à bout de force, s'habiller dans sa chambre, se sentant languissante et incapable de bonheur, comme s'il ne lui avait pas été permis d'assister au bal. Comme elle montait lentement l'escalier, elle songeait qu'hier, à peu près vers la même heure, elle était revenue du presbytère et avait trouvé Edmond dans sa chambre. « Si je devais l'y retrouver encore aujourd'hui !» se dit-elle, avec une douce émotion. Fanny, sursautant et levant la tête, elle vit, à travers le couloir qu'elle avait atteint, Edmond lui-même, debout, au haut d'une autre cage d'escalier. Il vint vers elle. « Vous avez l'air fatiguée et éreintée, Fanny. Vous vous êtes promenée trop loin. »« Non, je ne suis pas sortie du tout. »« Alors vous avez été fatiguée intérieurement, et c'est plus terrible. Vous auriez mieux fait de sortir. » Fanny, n'aimant pas se plaindre, estima plus facile de ne pas répondre, et bien qu'il la regardât avec la douceur habituelle, elle crut qu'il avait vite cessé de penser à elle. Il ne semblait pas animé. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec elle allait mal. Ils montèrent les escaliers ensemble, leur chambre se trouvant au même étage. « Je viens de chez le docteur Grant, » dit Edmond. « Vous pouvez deviner quel message j'ai apporté là-bas, Fanny. » Et il avait l'air si sérieux qu'elle ne pouvait deviner qu'une seule chose, ce qui la rendit trop émue pour parler. « Je souhaitais engager les 2 premières danses de mademoiselle Crawford, » expliqua-t-il ensuite. Et cette explication ranima Fanny et la rendit capable, ainsi qu'on l'attendait d'elle, d'émettre quelque chose comme une question quant au résultat de la demande. « Oui, répondit-il, elle me les a accordées. Mais, ajouta-t-il avec un sourire qui avait de la peine à ne pas disparaître, elle dit que ce sera la dernière fois qu'elle dansera avec moi. Elle ne le pense pas, je crois. J'espère. Je suis sûre qu'elle n'est pas sérieuse. Mais j'aurais préféré ne pas l'entendre. Elle n'a jamais dansé avec un pasteur, et elle ne dansera jamais avec un pasteur, dit-elle. Pour ma part, je pourrais souhaiter qu'il n'y eût pas de bal. Je veux dire, pas cette semaine, précisément aujourd'hui. Demain, je quitte la maison. » Fanny lutta pour parler, et finit par dire « Je suis très peinée que quelque chose se soit passé qui vous désole. Aujourd'hui devait être un jour de joie. Mon oncle le comprenait ainsi. »« Oh oui, oui, et ce sera un jour de plaisir. Tout finira bien. Je suis seulement peinée pour un moment. En fait, ce n'est pas que la date du bal soit mal choisie. Qu'est-ce que cela veut dire ? Mais Fanny, dit-il en lui prenant la main et en parlant bas et sérieusement, vous savez ce que ça veut dire. Vous voyez comment cela est. Vous pourriez peut-être me dire comment et pourquoi je suis peinée. Laissez-moi vous parler un peu. Vous êtes une bonne, bonne auditrice. J'ai été peinée par ses manières ce matin, et je ne parviens pas à me remonter. Je sais que sa nature est aussi douce et aussi irréprochable que la vôtre, mais l'influence de précédents compagnons donne à sa conversation, aux opinions qu'elle professe, une teinte parfois mauvaise. Elle ne pense pas mal, mais elle dit mal, elle parle mal par taquinerie. Et bien que je sache que c'est de la taquinerie, cela me froisse jusqu'à l'âme. « L'effet de l'éducation » dit Fanny gentiment. Edmond ne put qu'approuver. « Oui, cet oncle et cette tante, ils ont blessé l'esprit le plus pur. Car parfois, Fanny, je dois l'avouer, cela semble dépasser les apparences. Il semblerait que l'esprit même soit atteint. » Fanny crut que ceci était un appel à son jugement, et après un moment de réflexion, elle dit « Si vous ne voyez en moi qu'une auditrice, cousin, je vous serai utile autant que je le peux, mais je ne suis pas qualifiée pour être une conseillère.
Ne me demandez pas d'avis. Je ne suis pas compétente. Vous avez raison, Fanny, de protester contre un tel emploi. Mais ne vous effrayez pas. C'est un sujet sur lequel je ne demanderai jamais d'avis. C'est un genre de sujet sur lequel on ferait mieux de ne jamais demander d'avis. Je veux seulement vous parler. Une chose encore. Excusez ma liberté, mais faites attention à la façon dont vous me parlez. Ne me racontez rien que, par la suite, vous pourriez regretter. Un jour viendra, peut-être. Le sang lui monta aux joues, tandis qu'elle parlait. Très chère Fanny, s'écria Edmond, en pressant sa main contre la sienne avec presque autant de chaleur que si elle avait été celle de mademoiselle Crawford. Vous n'avez que des pensées prévenantes. Mais cela n'est pas nécessaire ici. Le jour ne viendra jamais. Je commence à le croire des plus improbables. Mes chances diminuent. Et même si le jour devait arriver, nous ne devons pas avoir peur de nous souvenir de quelque chose, car je ne peux être honteux de mes propres scrupules. Et si je devais les écarter, ce ne serait que grâce à une amélioration de son caractère, que la reconnaissance des faits passés ne pourrait que me faire estimer davantage. Vous êtes la seule personne sur terre à qui je dirais ce que je viens de dire, mais vous avez toujours connu mon opinion sur elle. Vous pouvez témoigner, Fanny, que je n'ai jamais été aveugle. Combien de fois n'avons-nous pas parlé de ces petites erreurs? Vous ne devez pas avoir peur pour moi. J'ai presque abandonné toute idée sérieuse à son sujet. Mais je devrais avoir une tête de bois. Quoi qu'il pût m'arriver, si je pouvais penser à votre gentillesse et à votre sympathie, sans la plus sincère gratitude. Il en avait dit assez pour troubler une expérience de 18 ans. Il en avait dit assez pour donner à Fanny des sentiments plus heureux qu'elle n'en avait jamais connus ces derniers temps. Et avec un regard plus brillant, elle répondit. « Oui, mon cousin, je suis convaincue que vous seriez incapable de rien d'autre, bien que, peut-être, certains ne pensent pas de même. Il m'est impossible d'être effrayée de ce que vous pourriez souhaiter me dire. Ne vous contenez pas. Racontez-moi tout ce qu'il vous plaît de raconter. » Ils étaient arrivés maintenant au 2e étage, et le passage d'une servante empêcha une plus longue conversation. Pour le bien-être présent de Fanny, celle-ci s'était arrêtée peut-être au moment le plus heureux. Il n'est pas dit que s'il avait pu parler encore 5 minutes, il ne lui aurait pas été possible d'effacer toutes les fautes de mademoiselle Crawford et de montrer son propre découragement. Mais il se fit qu'ils se quittèrent sur un regard d'affectueuse reconnaissance de part et d'autre, et elle conserva quelques sensations précieuses. Depuis des heures, elle n'avait rien éprouvé de semblable. Depuis que la première joie de la note de M. Crawford s'était évanouie, elle s'était trouvée dans un état tout à fait opposé. Il n'y avait pas eu de bien-être autour d'elle et pas d'espoir en elle. Maintenant, tout était souriant. La bonne fortune de William lui revint à l'esprit et sembla de plus grande valeur qu'avant. Le bal aussi, une belle soirée de plaisir en perspective. C'était une réelle animation maintenant, et elle commença à s'habiller avec beaucoup de cette palpitation joyeuse qui est inhérente à un bal. Tout alla bien. Son aspect ne lui déplaisait pas, et quand elle arriva au collier, sa bonne fortune sembla complète, car à l'essai, celui que mademoiselle Crawford avait donné ne put aucunement passer à travers l'anneau de la croix. Elle se serait résolue à la porter, pour obliger Edmond, mais il était trop large. Pour cela, elle devait porter sa chaîne, et ayant, avec des sentiments délicieux, joint la croix à la chaîne, souvenir des êtres les plus aimés de son cœur, ces très chers emblèmes tellement faits l'un pour l'autre, tant dans son imagination que dans la réalité, elle les mit autour de son cou, et ayant vu et senti comme ils étaient pleins de William et d'Edmond, elle fut capable sans effort de porter également le collier de mademoiselle Crawford. Elle trouva que c'était juste. Mademoiselle Crawford avait un droit, et quand il n'empiétait pas sur des droits plus forts, n'intervenait pas dans une plus sincère douceur, elle pouvait lui rendre justice à sa propre satisfaction. Le collier avait réellement très belle allure, et Fanny quitta finalement la pièce, très satisfaite d'elle-même et de tout autour d'elle. Sa tante Bertram s'était souvenue d'elle à cette occasion, d'une façon très vive et inaccoutumée.
Il lui était tellement apparu que Fanny, se préparant pour un bal, aimerait avoir une aide plus affectueuse que celle de la servante des étages supérieurs. Elle lui envoya sa propre femme de chambre pour l'aider. Trop tard, évidemment, pour qu'elle pût être de quelque utilité. Madame Chapman avait justement atteint l'étage supérieur lorsque mademoiselle Price sortit de sa chambre, entièrement habillée, et presque aussi bien que Lady Bertram et madame Chapman elle-même. Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve donc pour un nouveau vlog lecture sur Mansfield Park de Jane Austen. Je crois qu'on est au cœur de la deuxième partie. La fin de la deuxième partie, ce sera la semaine prochaine. Et après, on abordera la dernière partie qui sera un peu plus longue. On est à 57% du livre. Je trouve que Mansfield Park, ça a quand même un rythme un petit peu... je trouve que c'est long. C'est long, mais je trouve qu'il y a quand même plein de choses qui sont dites. C'est hyper subtil. Je pense qu'il y a des choses qui pourraient être dites plus rapidement par contre. Je l'ai trouvé plus efficace, ce Jane Austen, plus efficace à ne pas ennuyer ses lecteurs dans les 2 premiers livres que j'ai lus, à savoir Raison et sensibilité et Orgueil et préjugés. Là, je trouve que c'est un peu long. J'aime bien, hein. Moi, j'aime bien. Je m'ennuie. C'est pas que je m'ennuie. Je pense que je m'ennuierais plus si je ne savais pas où on arrivait. Mais j'ai vu les films. Je trouve que ça reste intéressant. Et je trouve que le truc qui est super intéressant aussi, c'est que Fanny, elle a quand même... Bon, j'ai l'impression qu'elle n'a pas spécialement capté que Monsieur Crawford, Henry, va lui faire sa demande, mais qu'elle a complètement compris regardez, comme ça je suis toute illuminée. Elle a compris que Mary Crawford, c'est une crêpe en fait. Mary Crawford, elle s'adapte à son audience, elle s'adapte à ce qu'elle a envie. Elle s'adapte. Mary Crawford, en fait, c'est une anguille, tu peux pas l'attraper. Henry Crawford, j'ai l'impression qu'il est peut-être plus sincère. Même sincère aussi dans son côté un petit peu méchant, comme il avait pu dire il y a quelques chapitres qu'il voulait séduire Fanny comme ça, sans rien, puis un coup, Fanny a beaucoup changé cet été. Bon, je plaisante, mais c'était un petit peu... c'est un peu le trope de... Ouais, elle était pas très belle, ou elle était belle, mais elle l'ignorait. Et une fois qu'elle est un peu arrangée, ou qu'elle a un peu grandi, tout ça, enfin bref, qu'elle est devenue plus femme. Et bon, ça, c'est un truc qui est assez récurrent. Et bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça se concrétise pour Edmond. Enfin, ça se concrétise dans la mesure où il va rentrer dans les ordres, qu'il va avoir une petite maison, que Henri lui a fait toute une liste de courses sur comment faire de sa petite maison pas terrible une bonne maison de gentilhomme. Et le truc que j'aime bien en fait, c'est à quel point Fanny et Edmond se ressemblent. Parce que eux, ça les intéresse pas du tout de le l'apparence, de renvoyer quelque chose, une image d'eux qui soit trop belle ou quelque chose comme ça. Je trouve qu'ils se retrouvent vraiment là-dedans tous les deux et que c'est touchant. Je trouve que Fanny est de plus en plus éprise d'Edmond. Et là, ça va être dur parce que j'ai l'impression qu'elle est encore dans le fait de pas de se dire je ne mérite pas ça. En même temps, toute sa vie, on lui a dit t'es la cousine pauvre, ferme ta bouche et tu fais ce qu'on te dit. Donc, en quelque sorte, elle est le fruit de son éducation. Et j'ai l'impression qu'elle commence un tout petit peu à penser par elle-même et à ne pas calquer ses pensées sur ce que penserait Edmond. Sur je vais penser comme lui, en gros.
Et quelque part, je trouve ils ont une relation qui est assez touchante. En fait, ils se connaissent par cœur. Sauf qu'Edmond, il est complètement aveuglé par Miss Crawford. J'ai un peu eu du mal à comprendre comment Fanny elle est passée de oh là là un bal fait quasiment en mon honneur et celui d'Edmond. C'est un peu flippant. Le oh là là, j'ai pas envie du collier que Mary Crawford avait me filer parce que c'est un cadeau de son frère. Sur bon, en fait, le truc que je trouve un petit peu désolant, c'est que elle dit non et on la force. Alors, c'est pas pour dire qu'elle est pas sûre de ses choix et tout ça, c'est que si on la bouscule un peu quelque part, elle finit par dire oui. Et ça me fait peur. C'est un type de personnage, voire de personne, qui est quand même super vulnérable, hein. Là, faut pas se leurrer, hein. Parce que là, elle est assez manipulable, mais au final, elle en voulait pas de ce collier, quoi. Et en plus, un collier qui lui ressemble pas. Il y avait plein de raisons pour qu'elle refuse ce collier. Elle aime pas Mary Crawford, elle se rend compte que Mary Crawford, elle est pas intéressante, qu'elle est pas forcément honnête. Elle aime pas non plus Henry Crawford, parce que bah, ça passe pas, quoi, ça passe pas avec lui. C'est le cadeau d'un frère à une sœur. Mary Crawford, elle est encore en train de lui renvoyer la pauvreté de sa pauvreté à Fanny dans la tronche en lui disant non mais en gros c'est mon collier le plus moche, prends-le quoi. On est constamment en train de lui rappeler sa situation et son niveau social. Je sais pas comment cette femme a réussi à développer une légère estime de soi. C'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant, hein. Vraiment milieu de merde quoi. C'est moi, elle me fait mal au cœur, hein. Bon, Madame Norris, elle s'est fait rabattre le caquet par Sir Bertram. J'espère que vous avez apprécié. Vous avez vu comment elle n'arrête pas, Madame Norris n'arrête pas de couper la parole de son beau-frère. Elle est insupportable. Oh, purée, ça doit être une harpie avec les servantes. Oh, elle est foutée là dehors. Sérieux. Non, non, mais elle est terrifiante. Enfin, terrifiante. C'est une que j'inviterai pas à manger. Je devrais faire une vidéo un jour, ces personnages que je n'inviterai pas à manger chez moi. Alors déjà, Hagrid, il est très gentil, mais Hagrid, il mange beaucoup. Donc, Hagrid, non. Bon, je plaisante. Mais, est-ce que vous avez toujours envie de claquer un peu tout le monde, là? Claquer un petit peu tout le monde et secouer Fanny et Edmond. Je pense que moi, j'en suis là. Je pense que, par contre, en me souvenant de la suite des événements de l'adaptation, je pense que la fin de la saison 2, la fin de la deuxième partie et le début de la troisième partie, ça va être pas mal. Parce que là, ça va bouger. Ça va bouger, ça va bouger. Mais c'est vrai que... Et je suis toujours assez partagée, ce que je comprends pas très bien. Lord Bertram, il y a un moment, je le trouvais même presque un peu trop proche de sa nièce, mais d'un côté un peu gênant, genre il aurait pas des vues sur elle. En fait, je pense vraiment que c'est comme ses filles, sa fille s'est mariée et que la deuxième l'a suivie pour entrer dans le monde et tout ça. Euh, je pense qu'il reporte en fait enfin son attention sur sa nièce. Après, c'est que sa nièce entre guillemets par rapport à ses filles. Évidemment, c'est pas la même chose. Mais vous voyez, on est comme s'il essayait de rattraper le temps avec elle, alors que c'est une intention qu'il portait plus à ses filles. Un truc comme ça. Et Lady Bertram aussi, elle me fait un peu de peine en fait, parce que elle est complètement annihilée. On lui demande pas de réfléchir. On lui demande tellement pas de réfléchir qu'elle est incapable de jouer à un nouveau jeu de cartes, alors que Henry Crawford, qui a de la patience quand même, lui dit tout ce qu'il faut faire et tout ça.
j'ai trouvé l'échange assez rigolo. C'était un peu long, hein, sur l'histoire de la partie de cartes. Henry Crawford qui dragouille Fanny, qui discute qui discute aussi avec, comment dire, avec Edmond, et qui dit à Lady Bertram, bah non, mais planquez votre reine. Mais je vous ai déjà dit qu'il faut pas montrer vos cartes. Donc j'ai l'impression que c'était un espèce de jeu de paris. Je vais voir ce que c'était. Je vous lis juste un petit bout. Spéculation est un jeu de cartes qui était très à la mode à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle en Angleterre. Jeu d'argent peu compliqué, il se pratiquait dans les salons et dans le cadre familial. Donc ça se jouait avec un jeu de 52 cartes, l'as étant la plus haute dans chaque couleur et les deux la plus basse. On jouait entre 3 à 12 joueurs, dans les sens des aiguilles d'une montre. Je vais mettre le lien vers vers la fiche Wikipédia qui va vous expliquer le jeu. Ça a l'air d'être un petit jeu de paris tout simple. Mais bref, donc c'est un petit jeu de paris tout simple et Lady Bertram, elle n'y arrive pas. Et Madame Norris, elle est super frustrée que l'organisation ou de penser, de brainstormer sur le bal, ça lui échappe, ça lui est pris. Alors qu'en fait, elle a rien à y faire. Hein. C'est pas elle qui donne ce bal-là, c'est Lord Bertram et Lady Bertram. Donc, elle peut à la limite dire, bah, ça serait bien que, je sais pas, de mettre un tissu rose sur les chaises, par exemple, mais par ça, enfin, c'est une invitée. Et mais c'est impressionnant à quel point. Alors, je suis toujours assez partagée aussi sur Lady Bertram. Elle est d'une passivité folle. Et soit elle a toujours été comme ça, elle ne s'est jamais imposée, elle sait pas faire ou. Enfin, bref. Soit on a toujours tellement fait pour elle qu'en fait elle est incapable de réfléchir et de prendre une décision. Qu'elle doive demander à son mari, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse du whist, ou est-ce qu'il vaut mieux que je fasse de la spéculation. Et en plus, Jane Austen qui dit que bon bah toi chérie, tu vas aller faire la spéculation et puis moi je vais jouer au whist. Comme ça, je vais pas être avec toi. C'est, j'ai trouvé ça marrant. Il y avait plein de petites phrases subtiles de ce genre. En fait, elle est tellement bête, elle est tellement bébête que elle est tellement bébête en fait que son mari ne recherche pas non plus sa présence et c'est triste. On voit quasiment pas d'interaction de Lady Bertram avec qui que ce soit, en dehors de Madame Norris ou de Fanny, à l'occasion Edmond, à l'occasion son mari, Lord Bertram. Je trouve ça triste tout, quoi. Enfin, elle a une vie qui est super triste. Donc voilà. Ça serait quoi vos théories pour la suite, d'après vous? Donc là, il y a un bal qui arrive. C'est l'entrée dans le monde de... Ça a bien été précisé, c'est l'entrée dans le monde de Fanny. Donc là, même si ça va être un truc en assez petit comité, parce qu'on est à 12 ou 14 couples, donc ça fait, on va dire, 28 personnes qui dansent, on va dire 30, plus les chaperons, tout ça, c'est une petite fête à 40-50 personnes. C'est pas une énorme fête, mais c'est quand même à Mansfield. Et l'entrée dans le monde, c'est en quelque sorte dire, ça y est, t'es sur le marché des mariés, t'es sur le marché des femmes à marier. Pensez aux chroniques de Bridgerton, là-dessus. Au moins, je pense que là-dessus, les chroniques de Bridgerton sur l'entrée dans le monde des jeunes filles, la pression qu'elles ont, et la pression sur les mères, je pense que ça, c'était quand même, peut-être pas à ce point-là non plus, mais bon, c'est quand même quelque chose qui était d'époque. Et ce qui fait qu'elle a la pression, Fanny. Et je suis pas persuadée qu'elle est vraiment percutée que Henry Crawford le court un peu après. Parce que je pense que soit c'est complètement inenvisageable pour elle de penser que Henry Crawford veut la marier, veut la demander en mariage, et aussi c'est peut-être complètement inenvisageable d'associer Henry Crawford à un mariage. Parce que, mais non, il est pas sérieux ce gars-là. Vous voyez, j'ai l'impression qu'elle est un peu là-dedans. Ce qui fait que je pense qu'elle va grave tomber des nues. Parce que j'ai l'impression qu'elle a vraiment pas tilté et elle était trop space aussi la discussion avec Edmond. Enfin, je sais pas. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qui rendent Fanny super confuse. Bon, moi j'espère que ça vous plaît. Je pense qu'après,
Après Jane Austen, au mois de septembre, là, on partira sur des... ouais, septembre-octobre, je sais plus quand exactement, après, quand je ferai une pause. Je partirai sans doute sur un Jack London, où il y avait aussi sinon un... soit le roman le plus sombre de Jack London, donc le plus triste, le plus dur, que j'ai trouvé en boîte à livres, livre de traduction, tout ça, trop la classe. Soit ça peut être un roman d'un auteur classique qui est assez peu connu, j'ai oublié son nom, qui a une vie qui sort de l'ordinaire, mais c'est un gars qui n'a pas une grande instruction, donc on va dire que ça va être très simple au niveau de l'intrigue, au niveau du vocabulaire, des tournures de phrases, etc. Ça sera quelque chose d'assez simple. Même s'il a écrit énormément, moi les retours que j'ai vus sur cet auteur-là, c'est que enfin c'est facile à lire quoi. Ce qui peut être très bien, ma foi, facile à comprendre. Si on fait pas des phrases de 15 lignes à la Jane Austen avec plein de parenthèses et de tirés de partout où on se dit c'était où le début, le sujet, le verbe là. Je suis perdue. Voilà. Je vous souhaite un très bon dimanche. Mercredi, je sais pas encore quelle vidéo je ferai parce que c'est dans une semaine, donc je sais pas. Vous verrez. Il est possible que pas la semaine prochaine, mais la suivante, la dernière semaine d'août, il est possible que je ne fasse pas de vidéo le mercredi et que je ne fasse pas non plus de vidéo le samedi pour Sherlock parce que je vais partir un peu en famille, donc j'aurai moins le temps et j'ai pas envie de me presser parce que ça demande quand même du taf. Donc il est possible que je lève juste le pied pour à ce moment-là et puis une fois que j'aurai fini Jane Austen, je ferai une vraie pause pendant quelques temps. Non mais je ferai vraiment une pause, je pense, sans monter et diffuser, quitte à pourquoi pas prendre de l'avance sur autre chose, mais je sais pas. J'ai besoin de faire une pause. Bon après je suis pas épuisée non plus, hein, faut pas exagérer, mais j'ai besoin de faire une petite pause. Je vous souhaite un très bon dimanche, passez une très bonne semaine par la suite. À tout bientôt, rêvez tout grand, lisez tout plein et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez qui va arriver par la suite là sur Fanny, parce qu'on n'est que à 57% du roman. Qu'est-ce qui va arriver? Allez, salut!